which, despite its name, was a pretty seedy theater. I remember one lineup that featured a sci-fi movie called Countdown, where the moon race ends with us getting there, only to find the Russians had made it there too, but had of course died in a crash landing of some kind. As a gesture, the American astronaut puts out the flags of both the United States and the Soviet Union. Now a mad world. And then there were two scary movies. The Frozen Dead, where a mad Nazi scientist plans to revive a number of frozen Nazi leaders. And It, in which a crazed museum assistant, played by Roddy McDowall, brings a 16th century golem to life by putting a little scroll in its mouth. It's indestructible, according to the prophecy, and becomes his accomplice in murder and lots of mayhem. The movie ends with the golem walking into the sea. There weren't really sequels back then, so as far as I know, the golem never came walking back out. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 30. Cette semaine d'émission, la nostalgie, la fin des illusions et les moyens de locomotion. Lendemain d'élection, on a le cerveau qui fume, laissez-nous, on est sous la lune, et on en a vu plus d'une, alors on fait vodka, pomme, Schweppes agrumes. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Donc on a quelques légers problèmes techniques ce soir, donc vous allez savoir pourquoi. Mais donc nous allons parler de deux films. Tout d'abord sortis sur Netflix il y a une dizaine de jours. Le dernier film de Richard Linklater, Apollo 10 and a Half, Space Age Childhood, aka Apollo 10 et demi, les fusées de mon enfance en français. Et ensuite, nous parlerons d'une réédition en DVD et Blu-ray chez Rimini d'un film de 1974 de Joseph Sargent, Les Pirates du Métro, aka The Taking of Pelham 1, 2, 3. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment de la fine fleur de la critique que du Grand Ouest à ma gauche. Toujours à ma gauche, il y a carrément Floré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a aussi le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Justine n'est pas des nôtres ce soir car donc il y a 2 ans, c'est le Covid qui était à la mode. Mais là, il y a un petit retour de hype pour la grippe et donc Justine, en bonne fan du mainstream, a décidé de la choper. Donc malheureusement, elle n'est pas des nôtres ce soir, mais nous lui souhaitons bien évidemment un prompt rétablissement à la mise en son de cette émission. De retour parmi nous, même s'il est un peu perdu pour remplacer Valentin, qui d'ailleurs, Valentin lui-même l'avait remplacé. Donc il y a Gal. Bonsoir Gal. Bonsoir. Ça va ? Excuses. Ça va ? T'es en pleine forme Complètement. Tu maîtrises totalement le matériel ? Pas du tout. Pas du tout. On est à l'antenne là, c'est bon ? Oui, on est à l'antenne et j'ai fini par retrouver tous les boutons. Donc D'accord. on est à l'antenne. Valentin nous écoute et puis il doit ricaner. J'ai tout piégé avant de partir. J'ai tout piégé la semaine dernière. Donc voilà, ce sont les forces en présence et le programme. Avant de passer à la section critique de cette émission, on va passer aux agendas. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Donc les agendas, cette semaine au tambour, demain, donc c'est la dernière de l'année, donc avec une séance fiction, c'est des séances fiction. À 18h30, il y a The End of Evangelion, donc OAV de la fin des années 90, que j'avais vu à l'époque. C'est bien joli, j'ai rien compris. Apparemment, c'est ça pour tous les fans d'Evangelion. Et à 20h30, il y a un film surprise, qui n'est pas le titre du film, mais un film surprise. Donc voilà, je ne sais pas ce que c'est, apparemment un film de science-fiction aussi. Mais je ne sais pas ce que c'est. C'était concocté de toute façon par Jean-Baptiste Massuet et sa troupe de jeunes. Donc ça doit être Stalker. Sûrement.
Sinon, Stoker ou La folle histoire de l'espace. La folle histoire de l'espace. Ça serait pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Sinon, à partir de demain au TNB jusqu'au 26 avril, il y a une rétrospective consacrée au cinéma de Tom Moore qui avait sorti un film l'année dernière qui s'appelait Wolfwalkers. Donc pas les enfants loups. Le peuple loup. Le peuple loup, qui est un très très beau film. Ouais. Et donc il y a 3 ou 4 longs métrages donc de Tom Moore. 3 puisqu'il en a fait 3. Donc voilà. Du coup oui. Donc du coup 3. Habile. Voilà. Donc voilà, qui repasse au TNB. En plus c'est les vacances, donc n'hésitez pas à emmener vos petits. C'est absolument bien. Formidable. C'est très bien Tom Moore. Et donc, comme c'est les vacances, nous ne ferons pas d'émission de Parlotte la semaine prochaine, mais il y aura une mixtape consacrée aux Beatles, enfin presque, puisque donc c'est une sélection de reprises des Beatles. Et Dieu sait qu'il y en a eu des vertes et des pas mûres. J'ai dû évacuer quelques petites pépites comme André Verschuren, par exemple, mais malheureusement, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres très belles choses et des vraies belles choses. Et donc, le programme du cinéma pour les 2 semaines à venir, des choses qui pourraient nous intéresser ou non d'ailleurs. Demain sort le nouvel avatar de la saga Harry Potter, Les Animaux Fantastiques, donc le 3e, Les Secrets de Dumbledore. Voilà. En général, je vais aller voir, c'est un peu mais Marvel à moi, en général, c'est nul, mais je trouve ça sympathique quand même. Du coup, on s'en branle un peu des animaux, quoi. C'est ça, exactement. Oui, les animaux, c'est un prétexte. Sinon, il y a une nouvelle comédie avec Alban Ivanov qui n'arrête pas, puisqu'il en sort 4 à peu près dans les 2 mois à venir, avec Joe Star qui s'appelle Les Gagnants. Voilà. Sinon, pour Thibaut, il y a un documentaire sur le Stade toulousain qui s'appelle Le Stade. Donc voilà, un beau documentaire en cinémascope, en noir et blanc. Non, il a choisi son camp. Moi, je suis team Clermont, moi. Sur les valeurs de l'Ovalie, voilà, le contact humain avant tout, et voilà, quoi. Toucher la baballe et autre chose aussi pour... ASM. Voilà, c'est ça. De SM aussi, là, peut-être dans le stade, mais on ne sait pas. Sinon, il y a le nouveau long métrage donc, de Gaspard Noé avec Dario Argento, Vortex, qui sort demain. Il passera à l'Arvor à Rennes. On en parlera peut-être dans 2 semaines. En tout cas, je pense que je vais aller le voir. Donc, ça a l'air joyeux encore, tiens. Oui, ça a l'air plein de pêche. Ouais. Sinon, en réunion des comédies françaises, il y a une nouvelle, Les Secpas. Donc voilà, sur les Secpas. Je pense que le titre parle de lui-même. Sinon, il y a un film indien qui passe dimanche au Gaumont. Donc c'est KGF, le 2e, qui était un super film d'action qui date d'il y a 2 ans. Donc le film indien absolument merveilleux. Donc là, il y a sa suite qui passe à Rennes en séance unique, malheureusement. Donc après, quand même, les bonnes notes, en tout cas le bon box-office en France du dernier film de SS Rajamouli, RRR, que vous avez loupé en salle, messieurs, mais qui est absolument un bonheur indicible à regarder si vous aimez la bagarre, la violence et le nationalisme coloré. Et les chansons ? Il y a des chansons, mais elles sont super bien, les chorégraphies. Il y a des danses avec des bretelles notamment qui est super cool, je vous recommande. Voilà. Et sinon, donc, il y a un nouveau Nicolas Cage, Un talent en or massif, dans lequel Nicolas Cage joue Nick Cage avec Pedro Pascal en multimillionnaire qui l'engage. Ça a l'air plutôt pas mal. Un film sur l'être Nicolas Cage, comme le sont d'ailleurs tous les films de Nicolas Cage. Voilà, donc c'est le programme. On parlera de certaines de ces petites choses donc dans 2 semaines. Voilà, sinon il n'y a pas grand-chose globalement à Rennes en ce moment. De toute façon, on rentre dans la période pré-Cannes où il ne se passe globalement pas grand-chose. Le ventre mou. C'est exactement le ventre mou de l'année, le mois d'avril. On ne se découvre pas d'un film et il n'y a pas beaucoup de films non plus d'ailleurs. Voilà, on va passer à la section critique de cette émission. Nous allons retourner en 1969 et nous allons nous envoyer en l'air jusqu'au centre de notre cerveau. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Amboy Dukes avec Ten Again pour Journey to the Center of the Mind. Magnifique chanson qui avait été reprise d'ailleurs par les Ramones sur leur album Acid Eaters, qui était leur album de reprise, une très très bonne cover par ailleurs. Donc voilà, et pourquoi cette chanson? Donc, tout simplement car on peut l'entendre à la fin du nouveau film de Richard Linklater, donc Apollo 10.5 Space Age Childhood, qu'on appellera Apollo 10.5 pour des raisons pratiques, et notamment à cause de mon accent peut-être. Et donc et du sous-titre français tout nul. C'est ça, Les fusées de mon enfance. Donc nouveau film de Richard Linklater qui est disponible sur Netflix. On avait quitté Richard Linklater il y a 3 ans avec un film un peu en demi-teinte avec Cate Blanchett qui s'appelait Where'd You Go Bernadette, et qui donc là revient à un film qu'il voulait faire depuis déjà quelques temps, et surtout qui reprend une technique de filmage, on va dire en tout cas une technique
esthétique qu'il avait déjà utilisé dans 2 films, dans Walking Life en 2001 et dans Scanner Darkly en 2006. Donc c'est-à-dire que ce sont des films qui sont rotoscopés. Donc il a tourné le film en dur entre guillemets au mois de février 2020, donc juste avant le confinement. Et après, pendant tout le confinement au Texas, là où il habite, il en a profité pour faire le montage du film. Et ils ont du coup mêlé à la fois donc des scènes de rotoscopie, de scènes de fiction, des images d'archives et quelques scènes qui sont 100% de l'animation. Donc, et avec ce nouveau film-là, Richard Linklater s'adonne à sa passion préférée de montrer des personnages qui parlent, et il le fait admirablement bien. Mais donc de quoi que ça se passe en 1969, donc au Texas, dans l'état où a grandi et où habite encore Richard Linklater, un jeune homme qui s'appelle Stan, interprété enfant par Milo Coy, et dont l'histoire est racontée en voix off par donc Stan adulte, qui est joué par Jack Black, qui est toujours bonne caution rock'n'roll à avoir dans sa poche, qui est un des familiers de toute façon de l'univers de Richard Linklater, parce qu'ils ont tourné plusieurs fois ensemble. Et donc il raconte cette enfance. Lui, il a une dizaine d'années à peu près, un peu moins peut-être. Donc cette enfance dans cette ville du Texas, juste à côté de la base de la NASA, qui va lancer donc Apollo 11 pour aller sur la Lune, la première fois que l'homme normalement marchera sur la Lune. Sauf que alors qu'il est à l'école, Stan, qui est le plus fort de son école en maths et tout ce genre de choses, est donc appelé par le FBI, car ils se sont rendus compte qu'ils ont un problème. Ils ont construit un module lunaire, mais il est trop petit, et donc il n'y a qu'un enfant qui peut passer dedans. Et donc il demande à Stan pendant ses vacances d'été, pendant 3 mois, de venir subir les tests à la NASA et d'aller sur la Lune pour voir si tout va bien se passer avant la vraie mission Apollo 11, donc qui sera filmée pour le monde entier. Et donc on va suivre Stan pendant son entraînement, mais on va s'interrompre à un moment donné, car pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette conquête spatiale pour l'imaginaire mondial, mais surtout l'imaginaire d'un enfant américain au Texas dans les années 60, donc il va un peu raconter sa vie et raconter toute l'histoire de sa famille nombreuse, puisqu'il a 3 sœurs et 2 frères, je crois. Son père bosse à l'approvisionnement de la NASA, la maman est une vraie mère au foyer qui habite dans une banlieue pavillonnaire telle qu'on en a vu fleurir dans les années 60 aux États-Unis. Une enfance à la Tim Burton, quoi. C'est ça, à la Jolante, complètement, ce genre d'enfance-là. Et donc on va suivre tout ce parcours-là, et c'est un vieux projet pour Richard Linklater. À un moment donné, il avait pensé le faire en strict live, et finalement, en se replongeant un petit peu dans la période de son enfance, il a plutôt trouvé que le faire en film d'animation, en prenant notamment en exemple les films qu'il regardait à la télé le matin, donc du Saturday Morning Cartoon, il trouvait que pour lui ça permettrait de mieux aborder cette période, et notamment, comme l'écrit Jean-Jacques Goldberg dans sa critique du film dans Les Inrecuptibles, Linklater arrive à faire quelque chose de très très beau, c'est de déjouer la nostalgie. C'est-à-dire qu'effectivement le film sera un petit peu nostalgique, mais il ne va pas la sacraliser à aucun moment, parce que très vite on pourrait quand même tomber dans les travers. Ah, mais c'était mieux avant, à l'époque on était jeunes, dans les années 60, on avait la vie devant nous, la musique était super, les bagnoles étaient super, on allait conquérir le monde et on allait niquer ces enculés de Russes. Évidemment, l'histoire nous a prouvé que ça s'est pas tout à fait passé comme ça, mais donc effectivement il détourne un peu ça en parlant plutôt justement de cette volonté, ce rêve qui était la conquête spatiale, qui allait amener a priori la paix dans le monde, parce que si finalement on peut aller dans l'espace, pourquoi se faire la guerre sur la Terre, tout en mêlant ça avec la culture du jetable en Amérique et la fin des illusions dans les années 60, qui va culminer notamment dans la fin de l'ère hippie avec le concert des Rolling Stones à Altamont à l'été 1969, dans lequel les Hells Angels vont tuer un jeune spectateur noir du public. Docteur, avant de revenir un petit peu sur tout ça. Alors ouais, effectivement, alors c'est plus un film proustien en fait qu'un film film de Madeleine. Voilà, qu'un film mélancolique ou nostalgique sur le passé, avec ce truc qui m'a fait un peu penser parfois à Wes Anderson, c'est-à-dire ce goût du détail sur des trucs qu'on mangeait, sur des spécificités en fait de l'enfance, mais qui sont intéressantes parce que alors, en fait c'est un film assez surprenant parce que ça raconte aussi un univers social. Voilà, parce qu'en fait c'est pas du tout un film de conquête spatiale.
Et d'ailleurs, comment dire, la crédibilité de l'histoire originelle, enfin en tout cas de cette idée de voyage d'enfant de 10 ans et demi, tout ça, bon, assez rapidement, on l'accepte très vite, on l'accepte tout en se disant que c'est peut-être aussi dans sa tête. C'est peut-être du flan. C'est peut-être du flan aussi. Donc en fait, et c'est assez surprenant en termes de structure, parce qu'en fait, il y a, je crois, presque 3/4 d'heure en fait de début de film en fait qui sont en fait consacrés à sa vie en famille à la fin des années 60. Oui, parce que le film fait 1h40 à peu près. Il y a bien 45 minutes justement de gros flashbacks pour comprendre son univers familial avant de replonger dans la conquête spatiale. Et donc en fait, Linklater fait ce qui normalement est exposé dans ce type de film-là, il va être exposé extrêmement rapidement, qui est la caractérisation du personnage, son milieu social, ses origines. Là, au contraire, on sent bien assez rapidement qu'en fait, c'est ça l'intérêt du film, c'est de montrer cette vie pavillonnaire blanche, et avec cette idée que ils sont à la fois dans le monde et en dehors du monde. Et je trouve que c'est intéressant que ça soit vu à travers les yeux d'un gamin d'une douzaine d'années, parce qu'en fait, il y a ce qui est important pour lui. C'est pas ce qui est important aujourd'hui rétrospectivement. C'est-à-dire, il parle de la bizarrerie de la guerre du Vietnam, enfin de ce que ça représentait pour lui, c'est-à-dire des camps des morts tous les jours, où c'est quasiment onirique. Et de ses grandes sœurs qui est un peu plus militante, parce qu'elle est un peu plus mature, donc elle voit le massacre qui prend place. Mais lui, il voit des choses. Il voit bien que le réel est là en fait, mais son réel à lui, c'est les pelouses bien taillées, de jouer avec ses potes, aller balancer des pétards. Enfin voilà. Et en même temps, je trouve que le film est assez intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est aussi un film pour le spectateur d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il montre à quel point ils vivent dans une espèce d'aveuglement naïf, qu'on peut voir comme nostalgique, mais qui, à mon avis, était la réalité, notamment aux États-Unis avant et c'est ce qu'on voyait aussi dans Licorice et Pizza, c'est-à-dire l'impression que tu consommais, tout était renouvelable tout le temps, et que rien n'était épuisable en fait. Le jetable, c'est ce qu'il dit à un moment le père quand ils sont dans un trajet en voiture. Le plouc balance sa canette par la fenêtre alors que le redneck il la garde dans la voiture pour après la mettre à la poubelle. Mais voilà, c'est ça. Et donc il y a une conscience très très légère en fait, mais qui est assez généralisée. C'est-à-dire que tout le monde vit un peu dans un état d'enfance en fait dans ce film-là. C'est-à-dire on a l'impression d'un monde d'avant, qui est pas un monde, c'est pas un monde de salauds en fait. C'est juste un monde d'inconscience. Où même les adultes en fait ont tellement confiance en fait dans la société dans laquelle ils vivent qu'il n'y a pas de remise en question. Et donc, si le film est nostalgique, c'est peut-être plutôt pour ça, alors que pourtant, les années 60, c'est une période de doute pour les États-Unis. Mais de montrer que quand t'as 12 ans, ce doute-là, il t'atteint pas, en fait. Il t'atteint pas encore, en fait. Oui, parce que t'as pas... Parce qu'il est pas noir, parce qu'il est pas pauvre, parce qu'il fait pas partie des gens qui auraient eu des raisons de douter. Et lui, il fait partie de la classe dominante, c'est-à-dire la classe moyenne blanche. Il est trop jeune, en plus, pour avoir vu la révolution beatnik, et puis la révolution hippie, et la fin des illusions qui est en train de s'amorcer. D'ailleurs, quand il voit un hippie, on sent bien que même la mère, elle a qu'une vision extrêmement lointaine. Est-ce que c'est un hippie? Voilà, non, il a les cheveux courts. Mais il porte des pattes d'Ef. Ouais, alors bon, d'accord, c'est un hippie alors du coup. Et voilà, et c'est intéressant parce que c'est une famille plutôt conservatrice, mais justement, comme souvent chez Linklater, c'est ça qui est bien. Texane, quoi. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que comme souvent chez Linklater, il arrive à rendre sympathique des gens qui, dans la réalité, n'auraient pas forcément super bien entendu avec eux, mais là il arrive en nous en rentrant à l'intérieur de cette famille. Il le faisait déjà un petit peu dans ses autres films familiaux, c'est-à-dire que même si les personnages peuvent être un peu pas contestables, mais peuvent être un petit peu conservateurs, agaçants et tout ça, mais ils sont quand même sympas. Et le père par exemple, et je trouve un pur fonctionnaire de la NASA, un homme en chemisette et cravate avec un début de calvitie et des lunettes. Ouais, mais avec c'est ça qui est intéressant, une espèce de possibilité de folie en fait qui peut surgir à l'occasion d'un canular téléphoné. C'est assez c'est ça que j'aime bien, c'est de montrer aussi ce qu'il peut y avoir d'excentrique dans ce qui a priori semble être la plus conforme la normativité la plus conforme des familles blanches américaines de l'époque, quoi. Et puis en plus comme on en parlait un peu en off avant l'émission, comme beaucoup de réals de sa génération, donc on parlait de Pitié avec Licorice Pizza, il y avait Tarantino il y a 3 ans avec Once Upon a Time in Hollywood, et lui donc là avec son nouveau film, il y a toujours quand même, c'est pas la nostalgie, mais c'est quand même un retour sur une période qui pour eux a été hyper formatrice, notamment en termes musical et en termes cinématographiques. Parce que la question de la musique dans ce film-là est pour le coup extrêmement importante et vitale pour le personnage. C'est un film jukebox, c'est-à-dire qu'il y a 45 morceaux sur 1h30, quoi.
Donc, Des bouts de morceaux, donc parce qu'ils écoutaient ça à l'époque. c'est presque du song dropping en fait. C'est-à-dire que oui, mais ça c'est les années 60, ça c'est les années 60. Parce qu'à un moment donné, il parle justement qu'il y avait plein de chansons qui avaient des prénoms de gonzesses, Ouais, non, mais je c'est sais pas, super. genre Annette, Jean, Martha, blablabla. Mais c'est un petit Avec les côté, Monkeys. moi ça me fait penser un peu à certains, je sais pas à quoi exactement, mais à des trucs en littérature justement, des trucs de chroniques comme ça, ou de BD, vous voyez, de romans graphiques avec des espèces de digressions, voilà, où on dit ah oui mais au fait tiens ça me fait penser qu'il y avait ça aussi, puis il y avait ça, des espèces de trucs où on saute d'un truc à un autre. Ça pour le coup, en plus Linklater, c'est quand même sa grande spécialité de faire que des digressions dans ses films, dès son premier long métrage professionnel entre guillemets, donc qui était Slackers, qui n'est qu'une suite de digressions, ou dans un de ses derniers films, Everybody Wants Some, pareil, c'est que des digressions. On va jouer au baseball, puis en fait on parle de gonzesse, on parle de musique, on parle de drogue, on va aller voir du théâtre et puis faire un concert punk. C'est que des longues digressions. Mais du coup, on s'emmerde pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut sembler décousu à première vue, mais au final, c'est assez marrant. Ça serait que c'est un peu comme un auteur. Il y a vraiment quelque chose d'impressionniste en fait. C'est-à-dire qu'il pose des touches comme ça. Puis au départ, on se dit bon ben ça ressemble à détail, ça ressemble à rien, et en fait à la fin mais un peu comme l'animation d'ailleurs, à la fin quand le film est terminé, t'as quand même c'est presque un documentaire à certains moments, c'est une chronique familiale en même temps, c'est aussi un film sur le cinéma et sur l'imaginaire spatial en fait, de manière plus générale, comment est-ce que l'imaginaire spatial a nourri en fait des premières adaptations de livres de Robert Heinlein. Il parle de Destination Lune aussi. Il y a des films d'ailleurs que moi j'ai pas vu, super film, j'ai pas vu d'ailleurs. Donc ça m'a donné envie moi j'ai pris mes petites notes pendant le film, ça m'a donné envie de voir certains trucs. Quoi. Destination Lune, c'est super, Objectif Lune, mais genre vraiment avant l'heure. C'est exactement la même fusée, c'est quasiment les mêmes parcours de personnages, avec un truc en plus qui est très libertarien d'un industriel qui va aller contre l'État pour faire une fusée, parce que c'est quand même vraiment des grosses nouilles et nous on va y aller quoi. Très hard sci-fi. Voilà. Mais il faudrait que je le regarde, je l'ai jamais vu ce film. Et donc moi aussi ce film là de Linklater, outre Pitié et puis Tarantino, ça m'a fait penser à un film qui est un peu plus ancien maintenant, parce qu'il a déjà plus de 20 ans, qui est le film de Cameron Crowe, presque célèbre, Almost Famous, qui était aussi l'éveil d'un jeune homme qui est un peu plus vieux, qui doit avoir 13-14 ans, au rock'n'roll dans les années 70, et qui est vraiment un très très beau film où ça participe aussi de cette même manière d'acquérir de la maturité par le biais de la musique. Et ce qu'on retrouve aussi un petit peu aussi dans un film qu'on a chroniqué il y a plusieurs années, je me souviens, un film suédois ou finlandais, avec un petit gamin qui découvre le punk avec son père qui est un gros hippie. Ah oui, ça me dit quelque chose ça. Et je me souviens plus du titre du film. Ça me dit quelque chose, c'était pas mal ça, mais c'était un peu ça aussi, un peu ce genre. Puis on avait fait un avec l'Irlande aussi, je me souviens, qui était moins bien, mais qui était. Je me souviens qu'on avait fait. J'ai complètement oublié le titre de ces films. Putain, ma mémoire me joue des tours. T'as la mémoire qui flanche, tu te souviens plus très bien. Ouais. Je me souviens que le suédois, je l'avais bien aimé, l'Irlandais un peu moins. Je l'avais trouvé plus bateau sur les. Sing Street. Le film irlandais. Sing Street, c'est nul comme titre. Et puis il y a le film russe. Leto. Leto, voilà, qui est, et en fait, c'est presque un sous-genre à part. Le sous-genre c'est pas de l'éducation sentimentale, c'est de l'éducation par la musique en fait. Quoi. Il y a toujours, ou par la culture pop, on va dire de manière plus générale, même si la musique occupe toujours une grande place. Et cette idée que l'imaginaire en fait, et d'ailleurs le film de Linklater, moi je trouve, est un véritable cri d'amour justement à comment la culture pop produit en fait un imaginaire qui peut être tellement puissant qu'il peut devenir un élément, sans dire trop ce qui se passe dans le film, et qui peut devenir un élément structurant de la dramaturgie d'un film. C'est-à-dire qu'a priori, c'est une chronique, mais c'est aussi un film de science-fiction. Et c'est un film de science-fiction quelque part parce que la science-fiction, parce que les voyages dans l'espace sont tellement importants dans l'esprit du personnage principal. Donc, en plus, il n'y a pas beaucoup de choses à spoiler, parce qu'à la fin la mission réussit, c'est dit en plus très vite dans le film, on le voit arriver sur la Lune, et c'est à ce moment-là que justement il commence à avoir un peu moins de musique et qu'on entend ce morceau qu'on écoutait tout à l'heure, Journey to the Center of the Mind, où je trouve que toute la montée vers la Lune et tous les passages sur la Lune sont vraiment extrêmement beaux, où là pour le coup ça devient beaucoup plus mutique, et il y a vraiment une véritable admiration qui essaye de recréer, en tout cas de tenter de comprendre l'imaginaire de la conquête spatiale en 69. Et puis le suspense, quoi, parce que alors il y a tout un montage un montage parallèle en fait entre lui dans le passé qui va sur la Lune, et puis la mission Apollo 11 qui regarde à la télé en famille. Et en fait donc tu vois plein d'extraits de ce qui passait sur d'autres chaînes au même moment, de Walter Cronkite, d'interviews, et quelque part à travers là, c'est là aussi que la société américaine se dévoile, c'est-à-dire que tu commences à avoir des Afro-Américains qui disent on dépense du pognon, mais on le dépense pas pour les ghettos,
UFO à Harlem. C'est le coup des milliards pour aller dans l'espace. Voilà, des anticapitalistes qui arrivent. Et c'est là que finalement, il y a aussi il y a une espèce de contre-culture aussi qui apparaît au milieu de la culture. Et voilà. Et, sauf que c'est pas distingué de manière aussi claire, parce que tout ça, ça passe par le filtre de la télévision. Et il y a aussi ça qui est important dans le film, c'est qu'en fait, tout ce qui... De la télé et un peu de la radio. Et du cinoche quand même. Mais comment est-ce que les médias en fait sont constructeurs d'imaginaire en fait, et comment est-ce que notamment la télévision a structuré l'imaginaire d'une génération en particulier, parce que c'était un médium comme c'est le cinéma a structuré l'imagination de leurs parents en fait. Et c'est assez, je trouve que c'est toujours, enfin moi j'aime bien voir ça en fait. Voilà, j'aime bien assister à ça, à comment est-ce que l'apparition d'un médium dominant. Ouais, voilà. Comment est-ce que quelque chose qui aujourd'hui est considéré comme acquis, c'est vraiment quelque chose qui change les gens en fait, qui change vraiment les gens. Alors qu'aujourd'hui, la télévision, je pense pas qu'elle change profondément les gens, qu'elle les endort, les abrutit pas mal, je pense. Mais je pense tout le monde, enfin, un gamin de 12 ans aujourd'hui, de lui raconter que les écrans étaient rares avant, je pense que c'est vraiment exotique, je pense, pour des gens d'une douzaine, d'une quinzaine d'années. C'est pas tellement exotique pour des gens de notre génération, mais c'est vraiment exotique pour les gens qui ont jamais connu le cathodique, par exemple. Quoi. Voilà. Et je pense qu'il y a effectivement une espèce de téléphone à clapet. Et je pense que le film s'adresse pas mal aux ados, je pense, plus qu'à moi, je pense, ou qu'aux gens de notre génération, aux gens qui sont un peu plus vieux, quoi. Un peu plus de bouteilles. Voilà. Mais je pense que ça s'adresse, même si moi j'ai trouvé le film passionnant, hein, mais je pense que ça s'adresse parce qu'il y a aussi ce côté pédago, ce côté documentaire avec. Puis alors, on n'a pas parlé de l'animation, mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est comment est-ce qu'ils travaillent les couches temporelles, l'animation en fonction des couches temporelles qui sont représentées ou du médium, et comment l'animation devient plus ou moins photoréaliste en fonction de est-ce que c'est transmis par un écran, est-ce que c'est dans le passé. Ça, j'ai trouvé qu'il y avait tout un travail. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent ne pas aimer cette technique de rotoscopie. Ouais, mais tu vois, je trouve que j'ai trouvé vraiment intéressant de Walking Life et puis de Scanner Darkly, où pour le coup c'était quand même assez cohérent avec le projet de paranoïa qui était mis en place dans les films. Là, je trouve que effectivement ça donne un côté pastille en fait du passé qui est vraiment agréable. À côté roman graphique en fait. Il y a vraiment ce sentiment-là, quoi, du mec qui raconte sa vie sous forme de BD. Enfin voilà, je trouve qu'il y a aussi tout ça, quoi. Je pense que Linklater est quand même pas mal nourri à la BD aussi. Moi, de toute façon, à partir du moment où il doit avoir 15 ans, t'as toute la contre-culture de la bande dessinée, t'as déjà Fritz the Cat, t'as Robert Crumb. Mais il en parle pas trop dans le film, parce que c'est peut-être plus tardif aussi. C'est peut-être plus tardif, effectivement. Donc voilà, c'est le nouveau film de Richard Linklater, Apollo 10,5, qui est disponible sur Netflix. Précipitez-vous, parce que donc Richard Linklater est toujours un des plus grands joyaux du cinéma américain moderne. On va s'arrêter là, on va rester dans les années 60 et surtout les années 70 dans une toute autre... Carrément les années 70. Tout autre genre d'ambiance, et donc on va aller sous la terre. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était The Jam avec Going Underground. Et Underground, on y va tout de suite, donc avec la réédition en double DVD et Blu-ray chez Rimini des Pirates du Métro, aka The Taking of Pelham 1, 2, 3, réalisé en 1974 par Joseph Sargent. Donc avant de revenir sur le film, comme disons que Rimini a sorti une très belle édition, superbe copie et surtout gavée de bonus. Il y a plusieurs entretiens avec le musicien, donc avec le compositeur David Shire. Il y a il y a 2 entretiens avec Jean-Baptiste Auré où on revient sur la carrière du metteur en scène et sur le film lui-même dans son contexte. Donc Sargent, c'est un metteur en scène qui a principalement fait de la télévision. Il a énormément tourné, et pour les studios américains, quand ils étaient un peu en galère, c'était plutôt un joker pour attraper des films sur lesquels il n'avait pas de metteur en scène, puisque donc à la base, celui qui devait réaliser Les Pirates de Métro en 1974, après son deuxième long métrage Sugar Express, c'était Steven Spielberg qui devait faire ça. En fait, ils se sont dit que peut-être que pour lui un truc un peu plus gros ça serait pas mal, donc il a fait donc Les Dents de la Mer. Et Joseph Sargent, donc comme me l'apprenait le doc, a réalisé en toute fin de carrière Les Dents de la Mer 4, le film qui a permis à Michael Caine de payer sa villa en Californie. Il le répète souvent, il n'a jamais vu le film, il est très content de sa villa. Et donc Sargent, qui là avec ce film-là crée vraiment un des joyaux du film noir américain des années 70, et Dieu sait que ça en compte, parce que donc déjà ça prend un cadre assez particulier, puisque c'est un film qui se passe quasi exclusivement dans le métro de New York, hein. D'ailleurs ça tombe bien, c'est un double huis clos. Un double huis clos, d'ailleurs ça tombe bien, on tombe pile dans l'actualité, puisqu'il y a eu aujourd'hui à Brooklyn une fusillade dans le métro de New York avec une quinzaine de blessés, apparemment des morts. Donc, merde. Oui, voilà.
Mais il n'y a pas autant de... Il faut que je vienne à la radio pour Ouais, connaître les, c'est pour ça. connaître les Il n'y a pas nouvelles. autant de pétarades dans le film de Sergent, mais il y a quand même quelques coups de feu d'échanger. Puis Et donc, quelques victimes innocentes quand même. voilà, oui, mais ça c'est toujours. Et donc de quoi que ça cause, eh bien, il s'agit de 4 marlous qui s'appellent par des noms de couleurs. Ça sera repris par un certain Quentin Tarantino dans Reservoir Dogs en 92. Et donc 4 jeunes gens qui sont déguisés, qui vont détourner une trame du métro de New York et le prendre en otage avec ses passagers pour avoir donc une rançon de la mairie. Et l'homme qui est chargé des négociations est un des chefs de la police du métro de New York, incarné avec délectation par Walter Matthau, tandis que 2 des méchants principaux sont incarnés par Robert Shaw et par Martin Balsam, qui sont toujours formidables dans ces 2 rôles-là. Donc Robert, les Dents de la Mer Show, Voilà, et Martin Psychose Balsam, parce que Oui, c'est c'est lui qui ça. joue dans Psychose, hein, Ouais, c'est ouais. ça, hein, qui joue Exactement. le policier Voilà. Pendergast. Et donc Walter Matthau qui apporte sa gouaille légendaire, ses bons mots et son regard un peu coquin pour jouer ce flic-là qui a effectivement une verve assez étonnante et qui donc dans ce film en double huis clos, puisqu'on sera à la fois dans la rame de métro, dans le métro au sens large et dans le centre de commande que dirige Walter Matthau, où on va avoir un film qui est extrêmement technique mais jamais chiant, extrêmement technique, c'est-à-dire en termes de technique des braqueurs et de technique de la police pour savoir comment s'y prendre et comment est-ce que fonctionne le métro de New York, pour voir un petit peu tous les rouages de cette administration qui effectivement était quand même assez peu représentée au cinéma. La police du métro de New York, je crois pas que ça soit la plus sexy à mon avis, mais donc on va voir ça et dans un film au scope absolument merveilleux où le chef opérateur pensait à un moment donné le tourner en 1,76 mais s'est rendu compte qu'en fait une rame de métro c'était la taille parfaite, c'était pile poil le cadre du 2,35, donc effectivement il le magnifie. Il y a une vision de New York, pas la nuit mais dans la pénombre on va dire, qui est absolument Underground, dantesque, qui est sale, qui est poisseuse, où les gens ont des chemises à chier et des costards pourris, et c'est absolument merveilleux. Thibaut. Oui, c'est une série B qui est absolument merveilleuse. C'est plus qu'une série B. Plus qu'une série B, une série B++. C'est 4 millions de dollars de budget. C'est pas vraiment. Ouais, je sais pas pour l'époque. Est-ce que c'est de la série B ça, enfin, c'est du film à petit budget, on va dire quoi. Voilà. C'est un film que je trouve déjà, à mon sens, c'est un film qui est merveilleux à plusieurs niveaux. Et le premier niveau, c'est en termes de sécheresse, à la fois dans la réalisation et à la fois dans la dramatisation des choses. C'est-à-dire que le film ne va jamais proposer un plan de trop. Chaque plan va avoir sa propre efficacité, ce qui fait que le spectateur va de suite comprendre tous les tenants et les aboutissants des actions des personnages, et parallèlement à ça, Joseph Sargent s'emmerde très très peu de la psychologie en fait des personnages. Ce qui compte, c'est vraiment ce qui fait l'action au moment où on la voit, et il va pas y avoir, on va dire, d'exploration, de background dépassé par leurs un actions. petit peu. Ça sera un petit peu. Ce qui d'ailleurs perdra un des personnages. Oui, ça sera fait un petit peu sur la fin du film, mais alors il n'y a pas à avoir de grande exploration mentale et morale. Ce qui fait que le film est vraiment, voilà, comme sur une rame de métro, on est dans le train et on avance jusqu'au terminus, ce qui fait que voilà, le film fait 1h44 de mémoire, me semble-t-il, et il se tient avec un rythme et avec un découpage qui est absolument prodigieux, qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Chaque personnage, chaque action est extrêmement millimétrée, donc là, on est vraiment sur une espèce de scénographie qui est assez excitante. Et puis le deuxième point qui vraiment me marque et qui fait que le film rentre vraiment dans un contexte cinéma américain des 70s, c'est qu'on est vraiment sur une représentation de qu'est-ce que c'est New York dans les années 70, c'est-à-dire que le New York des années 70... Avec une ville qui a été quand même énormément filmée. C'est une ville... voilà, mais on est sur une ville qui est crade, qui est au bord de la rupture financière, et où il y a toute une palanquée de personnages qui sont tous plus odieux les uns que les autres. C'est absolument sidérant. Alors certes, il n'y a pas de background moral ou politique ou sociologique de tous ces personnages, mais quand ils se parlent en eux, le présent new-yorkais de ce film-là fait que tu comprends assez vite le mépris de classe, le racisme latent. Le racisme, le machisme ambiant, le mépris de classe
comme tu le dis, les flics qui n'en peuvent plus des politiciens, qui se foutent de la gueule des politiciens, les politiciens qui ne voient les otages que comme des possibles électeurs. On est en fait sur une espèce de constat. Qu'est-ce que New York en 1974, qui est absolument sidérant de malaisance, de ce côté un peu craspec, ce côté vraiment pas aimable, qui fait que le film vraiment fonctionne. Alors, film à petit budget, mais il fonctionne sur vraiment ces deux gros atouts-là. C'est un film moite et humide. Alors, c'est moite, c'est humide, c'est malaisant. Et oui, il fonctionne vraiment sur ces deux grosses locomotives que je viens de dire, qui fait que c'est celui avec un plaisir vraiment très... on passe un moment extrêmement sympathique là-dessus. Et ce qui est très intéressant, et ça sera mon coup de cœur, c'est que Tony Scott en a fait un remake avec Denzel et John Travolta. En 2009, je crois. Juste avant Unstoppable. Et c'est à mettre en parallèle entre la vision de Tony Scott et la vision de Joseph Sargent. Voilà, le remake de Tony Scott n'est pas un remake inutile, et je pense que ce sont deux films qui dialoguent vraiment entre eux sur... Mais qui sont des films très très différents. Hein. Ils sont très différents, mais il y a une radiographie de l'homme américain qui est vraiment différente et qui se complète au lieu de se télescoper. Et je pense que voilà, les deux films marchent bien entre eux, ce qui fait que ça peut faire un alléchant double programme si une soirée pizza-bière vous est offerte. Vous êtes offerte, voilà. Docteur. Oui, non, moi je te rejoins complètement. Hein. Moi, c'est vrai que c'est tout à fait le genre de. C'est intéressant parce qu'autant Linklater, lui, joue sur justement cette vision un peu bright, un peu brillante de l'Amérique de la fin des années 60, autant Les Pirates du Métro. Voilà, nous montre l'envers. Qu'un film en plein dedans. Voilà, qu'un film en plein dedans nous montre l'envers, et c'est pas le seul, parce que c'est vrai que, pour moi, c'est un film qui a la même efficacité que ce qu'on trouve chez Lumet, quoi. Ça, c'est évident, hein, dans L'après-midi de chien, dans Serpico, dans Le Prince de New York. Enfin voilà, on retrouve avec quelque part cette même forme de à la fois de distance et d'affection de distance pour la situation et d'affection pour les personnages. Et je trouve que le film est assez proche quand même des Lumettes des années 70. En tout cas, moi j'ai l'impression que Sargent... Mais il y a un peu plus d'humour, ou le touche d'humour. Voilà, c'est plus satirique, c'est plus satirique. Et de ce point de vue-là, on se rapprocherait plus de Network, en moins méchant, quand même. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi quand même, je trouve, une dimension assez melvillienne quand même dans le côté pro, que moi j'aime toujours voir au cinéma, qu'on retrouve chez Michael Mann aussi. Au tout début du film, en tout cas, toute la mise en place du tournement du train est quand même presque mutique. Puis il y a French Connection aussi, qui est sorti 2 ans avant. Qui lui aussi est un grand film de professionnel, en fait, où on voit les actions des personnages sous nos yeux, et même si c'est des actions spécialisées justement par rapport à leur profession, on comprend ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois, à la fin, tu sais pas comment marche un métro, mais tu as compris 2-3 principes sur comment marche un métro, quoi. Tu sais pourquoi est-ce que ça doit s'arrêter, pourquoi ça s'arrête pas. Donc voilà. Donc je trouve que c'est un film, je trouve, qui est un film qui je pense a dû intéresser Sargent, parce que il y a un enjeu quand même formel qui est assez important dans ce film-là. C'est comment rendre intéressant un double huis clos avec des mecs qui passent leur temps au téléphone. Voilà, avec des mecs qui passent leur temps, qui se rencontrent quasiment jamais, en fait, entre les deux espaces, sauf à la toute fin. On a vu ce que ça donne quand c'est un metteur en scène pas terrible, genre Joel Schumacher sur Phone Game. Voilà, exactement. Et là, je trouve que, par exemple, notamment les scènes dans le métro, ça joue beaucoup avec des effets de surcadrage, avec même quasiment des effets de... Il y a un plan qui m'a frappé où on voit les 2 preneurs d'otages dans la cabine du conducteur, et il y a une petite fenêtre à côté, de l'autre côté de la porte, où il y a 2 enfants qui sont en train de regarder la voie pendant que le métro roule. Et je trouve qu'il fait presque des split screen, en fait, mais pas des vrais split screen, à l'intérieur du cadre, en fait, des split screen à l'intérieur du cadre. Et je trouve que la manière dont il joue avec justement l'intérieur, l'extérieur, l'obscurité, la lumière, enfin voilà, on sent qu'il y a aussi un espèce d'enjeu, un enjeu technique, esthétique, en fait, qui permet, avec un film pas très cher, justement, de faire des choses intéressantes. Lumière même dans la rame de métro étant pas quand même excessivement glorieuse ou joyeuse, il y a toujours ce côté un peu terreux, un peu crado, justement, un peu clinique, quoi, voilà, comme on le voit souvent dans les films de l'époque, sur le métro de New York, que ce soit, comme tu disais, les films de Lumet, les films de Scorsese, tout ça, il y a tout quand même cette vision de la ville en pleine déliquescence, à tous les niveaux, que ce soit dans les buildings, ce soit dans les artères principales de la ville, ou là, justement, dans le métro, tout le monde est en surpoids, tout le monde est à 2 doigts de la crise cardiaque, tout le monde fait un coma éthylique, tout le monde clope, ça fume des clopes, ça boit des coups, enfin ça lit le journal beaucoup, hein.
Voilà, il est 1h de l'après-midi, il y a un des personnages, c'est une femme qui dort dans le métro, qui se réveillera jamais de tout le film. Enfin voilà, c'est c'est assez intéressant parce que moi aussi je dors dans le métro. Hein, c'est assez. Alors c'est aussi un film qui est assez intéressant parce que finalement ça reprend en fait un modèle de film catastrophe, c'est-à-dire que les personnages à l'intérieur du métro, les passagers, sont une espèce de représentation de la population new-yorkaise. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a des jeunes voyous, il y a une mère de famille, voilà. Il y a un vieux réac. Mais par contre, ils les héroïsent pas du tout. C'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont pas beaucoup de moyens d'action en fait pendant le film, et ton affection va plutôt aux preneurs d'otages, alors que c'est des salauds. Hein. Les preneurs d'otages, jusqu'à la fin, et même à la fin quand tu découvres un peu ce qu'ils ont l'intention de faire avec les otages, tu te dis putain mais c'est vraiment des raclures quoi. Et pourtant voilà, et notamment Martin Balsam, voilà, t'as quand même de l'affection, t'as plus d'affection pour eux, t'as envie de savoir s'ils vont s'en sortir, et alors ça aussi c'est bien, c'est qu'un point de vue scénaristique c'est un film qui est assez carré quand même, c'est à dire que jusqu'au dernier plan du film, magnifique dernier plan de Walter Matthau. Il y a des choses il y a des choses où on se dit tiens ça va servir, tiens ça va servir. On a des petits fusils de Tchekhov comme ça qui sont mis un peu partout dans le film, et il y en a un qui arrive à la toute fin et qui est très bien, moi je trouve, voilà, qui est vraiment qui conclut le film de manière assez ludique justement quoi. Tout le côté, puis il y a tout le côté Robert Shaw qui donne des heures et tout ça, donc c'est vrai que ça s'arrête jamais parce qu'en fait il y a toujours du timing à respecter parce en que fait. C'est quoi. quasiment en temps réel. Le film est quasiment en temps réel. Le film fait 1h44 et c'est 1h15 de prise d'otage, plus 20 minutes de préparation. Donc effectivement, on est quasiment en temps réel. Quoi. On est quasiment en temps réel. Ce qui rend ce film grand, ce qui fait que c'est un grand petit film, c'est voilà, tout ce qu'on a dit, mais en même temps, c'est vraiment, on pourrait qualifier le film de film politique dans sa représentation des élites. Faut voir comment le maire de New York est filmé dans un état absolument lamentable. Il a la grippe. Et ce qui est drôle, c'est que Martin Balsam aussi, il a le rhume. Et ça, je trouve, moi, je me suis dit, j'avais complètement oublié ce détail-là. Je me suis dit, mais putain, mais ça, c'est intéressant de se dire, les mecs, c'est des super braqueurs, ils font un coup, et putain, il y en a un, il passe une mauvaise nuit, et il a un rhume. Et il a un rhume. Comment ça se passe, quoi, tu vois? Et ça, c'est bien parce que ça introduit comment dire, suspense. Voilà, ça introduit de l'imprévu et surtout de quelque chose de réaliste, quoi, parce qu'effectivement, t'es malade. Les gens tombent malades. Voilà, les mecs badass aussi, ils peuvent avoir la diarrhée, quoi. Je veux dire, les mecs badass aussi peuvent avoir la grippe, quoi. Aussi, parfois, il a la chiasse. Voilà, comment ça se passe du coup? Voilà, comment est-ce qu'on fait, quoi? Voilà, et ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Moi. Et puis le maire, oui, qui est en dessous de tout, quoi, mais qui est filmé en plus dans des positions avilissantes, qui se prend des piqûres dans le cul. Et moi, il y a une phrase qui m'a sa femme qui lui dit tout ce qu'il faut qu'il fasse. Voilà, et lui, il a l'impression d'être génial. Alors que c'est un énorme blaireau incompétent. Et il y a une phrase qui m'a marqué, une ligne de dialogue qui m'a marqué. C'est un moment donc les braqueurs vont dire aux otages, bon bah voilà, la mairie va payer, sans trop spoiler le film, la mairie va payer, voilà, vous serez bientôt relâchés. Et il y a un des passagers qui dit combien ils vous payent, c'est quoi notre valeur? Et ça c'est absolument prodigieux, parce qu'on est sur une ville qui est en banqueroute littéralement. Ce qui était vrai, hein, ce qui était vrai. Et pourtant elle arrive à payer. Ça va pas bien. New York, hein. Mais il le dit lui-même dans le film, elle le dit, quoi. Voilà, je dois gérer une ville, c'est le merdier. Il parle des manifestations, il parle des grèves, tout ça. Machin, tu vois que ça va pas, que voilà, ça va pas fort à New York. Et il dit ça, et puis voilà, il fait ouais, on va payer $1 million, mais ouais, mais c'est 18 électeurs. Voilà, en fait, voilà, on achète un possible électorat, un futur électorat pour laisser en place une classe politique soit complètement incompétente, soit véreuse et un poil cynique comme le conseiller. Le conseiller qui est un poil cynique. Carole Grandon, si elle paye $1 million pour te sauver, après tu voterais pour elle? Non. Si je suis pas obligé, non. Mais par contre, alors quand même, ça marche pas. Justement, le film est pas totalement. Justement, c'est pas un film qui verse dans le cynisme, parce qu'il y a de ce genre de personnages qui sont traités de manière assez satirique. Mais par contre, les policiers, les mecs du métro, eux sont sincèrement préoccupés par la vie des passagers. Ce sont des pros. Alors qu'effectivement, dans les sphères supérieures, on sent bien que c'est de la chair à canon. Voilà, c'est un peu de la chair à canon. C'est un peu de la chair à canon quand même, quoi. Mais voilà, il y a quand même des personnages, on va dire, plus d'américains moyens, on va dire. Walter Matthau, justement. Walter Matthau, notamment. Avec sa chemise à chier. Avec sa cravate jaune moutarde dégueulasse. Voilà. Et qui a l'air d'être une espèce de mec un peu à la ramasse, qu'on utilise pour faire la visite. Enfin, qui fait tout. Un mec qui est là depuis 30 ans. L'espèce de mec qui est là depuis 30 ans, qui est un mec à tout faire. Voilà, et qui montre son professionnalisme et son expérience, qui a jamais connu une crise de sa vie. Et là, tout d'un coup, il y en a une. Et son expérience, tout ce qu'il a accumulé depuis 30 ans lui sert. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin finalement d'avoir des backgrounds psychologiques, parce qu'en fait, on comprend assez vite que Robert Shaw, c'est un militaire.
dans la manière dont il organise les choses. En fait, c'est les actions des personnages qui nous renseignent sur ce qu'ils pourraient être. Et je trouve que ça laisse la place, le fait qu'on ne connaisse pas leur nom. Enfin, on connaît leur nom qu'à la toute fin. Mais le fait qu'ils aient des surnoms, qu'ils aient des pseudos, ça marche très bien. C'est du comportementalisme, en fait. C'est vraiment un trope du roman noir de pas expliquer la psychologie, de pas mettre les pensées, mais de juste, par la manière dont ils se déplacent, par leurs actions ou par les armes qu'ils auront, on saura tout de suite quel genre de background ils peuvent avoir. Ouais, complètement. Et on voit bien la différence entre notamment les deux bras droits. Donc le Mr. Grey qui est plutôt tueur psychopathe, et puis celui qui bégaye qui est un peu plus mesuré. Et on voit bien que c'est des origines. Là aussi, c'est des criminels, mais qui ont probablement des origines différentes, qui ont été en prison, mais pour des raisons différentes. La mafia italienne, on sait pas. La mafia italienne d'un côté. Enfin voilà, et je trouve que il y a vraiment cette espèce d'étude de caractère en fait, mais qui passe tout le temps par l'action. Oui. Et ça, je trouve que c'est très agréable, c'est toujours très agréable à regarder. Avec les inserts, avec beaucoup de gros plans ou des gestes qui sont extrêmement intéressants sur la moustache, sur une poignée de porte, voilà, qui sont des choses finalement des inserts en fait qui pourraient passer des effets normaux comme on dit, presque gratuitement, et en fait qui ont toujours une signification pour plus tard dans le film. Ça, c'est absolument prodigieux. Et puis il y a, comme tu disais, il y a ce rapport à la profondeur de champ, au premier plan, deuxième plan. Et moi, l'autre plan qui me marque, c'est la femme du maire en fait qui le dicte, en fait, qui tient. En fait, le maire est une espèce de marionnette totalement débile, et de voir comment la mise en place du rapport de force est filmée là, c'est absolument, c'est un très bel ouvrage. Ouais. Donc voilà, c'est Les Pirates du Métro, The Taking of Pelham 1, 2, 3 de Joseph Sargent, qui vient de ressortir dans une très très belle édition chez Rimini en DVD et en Blu-ray. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément florés, on a un peu de temps. Ouais, ça va être le remake de Tony Scott, donc L'attaque du métro 123, qui dialogue bien avec le film sorti chez Rimini. Et puis voilà, pour voir Denzel Washington en héros, on va dire populaire, hyper mythifié, qui est préfiguré Unstoppable. Donc voilà. C'est un John Travolta qui en fait bien des caisses. Voilà. Mais entre Les Pirates du Métro et Unstoppable, il y a L'Attaque du Métro 123, qui est un film que j'affectionne. Oui, exactement. Moi, pareil. Docteur. Alors moi, ce sera un album, on va rester dans les années 70, ce sera un album de musique. Voilà, un album du musicien Syl Johnson, qui nous a quittés malheureusement en début d'année, et qui en 71 a sorti un album qui s'appelle Is It Because I'm Black, dont la chanson titre est une des grandes chansons revendicatives, on va dire. Mais de quoi il se plaignait, ce jeu? Ben voilà, on ne sait pas, mais voilà, c'est une des grandes chansons revendicatives afro-américaines du début des années 70, et d'une manière générale, c'est un album qui est très bien, qui est partagé entre des morceaux plus blues, des morceaux plus soul, et un dernier morceau très funky qui est très très bien. Donc, ça vous parle, le funk? Oui, donc c'est tout à fait recommandable. Mais Syl Johnson, d'une manière générale, c'est tout à fait recommandable. C'est un très bon artiste. Merci docteur. Alors moi, ce sera deux choses pour commencer. C'est un album aussi, donc qui vient de sortir, le deuxième album de Orville Peck, le chanteur canadien de country, donc qui a sorti son deuxième album Bronco. C'est un genre de Morrissey super queer, avec une pure voix et des magnifiques compositions. Donc voilà, un long album qu'on attendait depuis 3 ans et qui est au niveau du premier album. Et sinon, c'est un film de Werner Herzog de 1971, Fata Morgana, documentaire qu'il a tourné sur plusieurs années dans différents pays du continent africain pour raconter l'histoire du monde. Voilà, une vision de l'Afrique. Un projet modeste. Voilà, qui ressemble quasiment à de la science-fiction sur l'influence de l'homme sur le territoire en Afrique. Donc là, notamment, c'est absolument merveilleux. Je crois que c'est un de ses plus beaux documentaires. Donc voilà, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, comme je le disais, ce sera un mixtape Almost the Beatles, et on se retrouvera en direct pour parler de cinéma. Donc dans 2 semaines. Merci beaucoup à Gal, à la technique, qui a pris la relève de Valentin qui était occupé ce soir. Merci messieurs, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.